vous remercie vraiment de la chaleur de votre accueil et je me joins aux remerciements qui ont été faits pour les personnes qui se sont exprimées avant moi. Vous remercier de vos témoignages, de la puissance de vos témoignages et vous dire qu'on est conscient des difficultés, des situations que vous avez pointées, qu'on considère qu'on est ensemble, qu'on se bat chacun à nos postes de combat et que c'est effectivement des batailles qu'on essaye de mener aussi à l'Assemblée nationale. Mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure dans l'introduction, j'y reviendrai, mais tout seul on n'y arrivera pas. Et on peut y arriver à faire tomber le gouvernement et à imposer d'autres politiques que si ça s'appuie sur une mobilisation populaire. Et les dates de mobilisation, les dates d'initiative qui ont été annoncées, elles sont très importantes à garder en tête et je crois qu'il faut que tout le monde les coche déjà dans son agenda pour y participer, pour faire grandir un mouvement puissant dans le pays. On sent qu'il y a une colère froide qui est là, qui cherche à trouver les vecteurs pour s'exprimer. Et les dates qui sont proposées, elles peuvent être ces vecteurs pour s'exprimer. Donc vous invitez d'ores et déjà à y participer, à vous organiser, à faire ce que vous pouvez pour construire le rapport de force avec ce gouvernement. Ça me paraît décisif. Je voudrais d'abord remercier les militantes et les militants de la France Insoumise de Nîmes, du département du Gard et des départements limitrophes qui sont venus pour le travail de préparation de cette initiative. Je voudrais saluer deux de mes collègues parlementaires qui sont dans la salle. J'en ai vu deux, Nathalie Oziol qui est députée de l'Hérault ici. Et Raphaël Arnaud qui est député du Vaucluse. Je ne sais pas s'il est encore là, Raphaël, il était là tout à l'heure. Et avant de rentrer dans les sujets d'actualité politique, je voudrais vous dire, parce que ce matin on était avec Raphaël à l'inauguration de sa permanence parlementaire, et je sais qu'ici vous êtes dans un département où malheureusement aux dernières élections législatives, dans les 6 circonscriptions, ce sont des députés du Rassemblement national qui ont été élus. Et bien sachez que la première circonscription du Vaucluse, celle où aujourd'hui Raphaël Arnaud est député, c'était une circonscription qui entre 2022 et 2024 était détenue par un puis une députée du Rassemblement national. Et si on a réussi à gagner à Avignon, dans le Vaucluse, par la mobilisation populaire, à battre le Rassemblement national et à reprendre cette circonscription, alors on doit être capable de le faire ici dans le Gard, dans chacune des circonscriptions. C'est pas une fatalité. C'est pas une fatalité que le Rassemblement national qu'on part de nos circonscriptions. Et je veux saluer Charles Ménard qui est ici, qui était candidat dans cette circonscription, parce que certes vous avez pas gagné, mais il y a déjà du chemin qui a été accompli. Que sur la ville de Nîmes, on a été majoritaire au deuxième tour dans cette circonscription. Et donc il y a encore du travail à faire, c'est vrai. Mais que la victoire du Rassemblement national dans ces circonscriptions, c'est pas une fatalité. On peut leur reprendre. Et on peut leur reprendre quand on assume frontalement nos positions. Ça, c'est l'enseignement aussi de la campagne qu'a menée Raphaël et qu'ont mené les camarades dans le Vaucluse, à Avignon. Parce que quand on a présenté, et à bon entendeur salut, quand on a présenté la candidature de Raphaël Arnaud sur cette circonscription, on en a entendu beaucoup nous dire « Ah non, c'est une candidature qui va être trop clivante parce que Raphaël Arnaud, c'est un candidat qui se bat frontalement contre le fascisme, qui assume la lutte antifasciste. » On nous a dit « C'est trop clivant. » Dans la campagne, on en parlait, il y en a beaucoup qui sont venus le voir en lui disant « Calme-toi, apaise ton discours parce que c'est comme ça que tu pourras gagner. » Non, on gagne quand on assume ses convictions, parce que quand on assume ses convictions, on gagne. Et vous savez aussi, c'est vrai aussi, parce qu'il y a toute une catégorie de la population, et à juste titre, et moi je leur reprocherai jamais, qui ont été dégoûtés de la politique qui a été mise en place ces dernières années, ces 10 dernières années, ces 20 dernières années, qui ont eu le sentiment que ça soit la gauche ou la droite qui soit au pouvoir, ça ne changeait rien, qu'on était les abandonnés, les oubliés, ceux dont personne ne parlait jamais, ceux dont personne ne portait jamais les problématiques à l'Assemblée nationale et dans nos institutions. Et que si vous voulez faire en sorte de redonner de la confiance dans ces personnes, qu'elles aient confiance dans la politique, qu'elles se disent ça peut changer quelque chose, alors vous ne devez pas vous cacher, vous devez dire clairement ce que vous avez l'intention de faire, et c'est ce qu'on a fait déjà dans les dernières élections législatives, mais c'est ce qu'on va continuer à faire parce que c'est comme ça qu'on peut gagner. C'est comme ça qu'on peut gagner une majorité absolue, empêcher à Emmanuel Macron de continuer ses coups de force, ou quand vous n'avez pas gagné suffisamment parce que vous n'avez pas la moitié des députés, il préfère nommer comme Premier ministre un homme issu d'une formation politique qui a fait moins de 6% des voix aux dernières élections législatives. Donc je sais aussi,
parce qu'on a tous fait campagne. Je sais aussi qu'il peut y avoir des gens parfois qui viennent nous voir et qui nous disent bah alors on s'est mobilisé plus que jamais, parce que c'est vrai qu'il y a eu une mobilisation exemplaire, historique, et il faut saluer les gens qui se sont mis en mouvement dans cette campagne, qui pour certains ne votaient plus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, qui se sont dit allez, ça vaut le coup d'y aller. Il faut les saluer, il faut les remercier. Et contrairement à ce que j'entends à la télévision, s'il y en a qui ont sauvé la République, c'est les habitantes et les habitants des quartiers populaires qui sont mis en mouvement dans cette campagne. C'est la jeunesse qui s'est mobilisée dans cette campagne. Et certainement pas sur un plateau de télévision à nous donner des leçons à longueur de journée. Bon, mais il faut qu'on continue ce travail. Et parfois, il peut y avoir des gens qui se disent « Ah ben vous voyez, on a fait tout ça. Et malgré tout ça, alors qu'on a gagné les élections, c'est un Premier ministre de droite qui a été gagné. Alors il y a des gens qui peuvent se dire « Mais ça sert à quoi d'aller voter ?» Je comprends qu'on puisse se dire ça. Et ben moi, voilà ce que je vous propose de leur répondre. À ceux qui, sincèrement, se posent cette question. Si Macron a pu nous empêcher de gouverner, si Macron a pu nommer Premier ministre, personne issue d'une formation politique qui s'était arrivé dernier aux élections législatives, si Macron a pu contourner le résultat des élections législatives, c'est parce qu'on n'a pas encore gagné suffisamment pour qu'il ne puisse pas le faire, parce que si on avait eu une majorité absolue, alors il aurait été dans l'incapacité de nous empêcher de gouverner. Et donc le problème, c'est pas ceux qui sont allés voter cette fois. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore réussi à convaincre suffisamment, à ramener encore plus d'électrices et d'électeurs, à ramener, à lutter encore contre ce sentiment de résignation, à cette idée que ça ne sert à rien. Donc c'est certainement pas du désespoir, ou certainement pas de la résignation qu'il faut tirer des dernières élections législatives. C'est l'inverse, il faut en tirer une source d'espoir, une source de détermination pour la prochaine fois renverser la table et imposer enfin une autre politique dans ce pays. On en est capable ensemble, si on continue, et le nombre que vous êtes ce soir, je pense, en est une nouvelle démonstration. On en est capable et on va avoir besoin de le faire. Parce que moi, je vous partage ma conviction, mais ma conviction, c'est que ce gouvernement, le gouvernement de Michel Barnier, il passera pas l'hiver. Il passera pas l'hiver, ce gouvernement. Et que la question, elle sera directement renvoyée sur la responsabilité du président de la République, dont tout le monde a compris qu'il était le responsable de cette situation. Et que donc, je n'en connais pas la forme, je n'en connais pas la date, je n'en connais pas l'échéance, mais en tout état de cause, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il y aura un nouveau rendez-vous électoral, il y aura un nouveau rendez-vous avec le peuple. Et nous, notre devoir, notre responsabilité, c'est de rester mobilisés pour que la prochaine fois où on aura l'occasion de se mobiliser, on se mobilise encore plus nombreuses, plus nombreux, qu'on balaye définitivement le macronisme de la politique française et qu'on empêche l'extrême droite de s'emparer du pouvoir, qu'on impose une autre politique. Voilà ce qu'on va essayer de faire tous ensemble. Parce que oui, le gouvernement ne passera pas l'hiver. Et on l'a vu déjà dans la discussion budgétaire à l'Assemblée. Parce que la Macronie, elle est dans une situation qui est une situation de décrépitude totale. Je peux vous dire, avec Nathalie et Raphaël, on a siégé. On tourne pour essayer d'être tous là le plus souvent, le plus longtemps possible. On était 70, 80, on était le groupe le plus mobilisé. Le groupe insoumis dans cette bataille budgétaire. Les macronistes, ils étaient 10, 15. Et Gabriel Attal, il faisait des selfies avec une personne derrière. Ils étaient deux de son groupe qui étaient représentés à l'Assemblée nationale. Ils n'y croient pas. Ils ont déjà perdu, ils ont déjà lâché l'affaire. Et de l'autre côté, vous avez le Rassemblement national qui a fait tomber les masques dans cette séquence budgétaire. Je vais y revenir, mais le Rassemblement national, il a fait tomber les masques. Et comme, puisque dans ce département, il y a 6 députés du Rassemblement national, forcément, vous connaissez des personnes qui ont voté pour des députés du Rassemblement national. Eh ben, vous allez avoir des choses à leur dire. Parce que ceux qui sont allés voter sur des candidates et des candidats qui disaient « si vous votez pour moi, ça va être la rupture avec la politique macroniste en France » et qui sont devenus aujourd'hui les béquilles de la continuité du macronisme en France, eh ben eux, ils ont des comptes à rendre à la population. Ils les ont trahi leurs aspirations. Parce que c'est facile pendant les campagnes électorales de faire voir les gens
et de dire si vous votez pour moi, vous allez voir, Macron ça va dégager, la politique de Macron ça va dégager, et puis quand ils ont l'opportunité d'empêcher le gouvernement de Michel Barnier de voir le jour, ah ben là ils sont pas là, et si le gouvernement de Michel Barnier il a pu voir le jour aujourd'hui, c'est avec la complicité, avec le soutien actif du Rassemblement National, et en particulier des députés Rassemblement National du Gard, qui ont refusé de voter la motion de censure que nous avons déposée pour faire tomber le gouvernement de Michel Barnier. Ça c'est une réalité. Elle est incontestable et ils ne peuvent pas la contester. Dites-le aux électrices et aux électeurs qui se sont fait tromper, flouer à nouveau dans cette campagne électorale. La discussion budgétaire, elle est importante. Vous connaissez les termes de la discussion, je ne veux pas rentrer dans des détails trop techniques, c'est simple. Michel Barnier, il est arrivé, il a dit il y a 60 milliards d'euros d'économies à faire. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'il y a 40 milliards que je vais faire en baissant la dépense publique et 20 milliards avec des nouvelles recettes. Donc, Michel Barnier, pour vous voir, 60 milliards d'euros d'économie. 60 milliards d'euros d'économie, retenez ce chiffre, c'est exactement, quasiment à l'euro près, le montant sur lequel Emmanuel Macron s'est assis depuis qu'il est arrivé au pouvoir, par des cadeaux qu'il a multipliés aux grands plus riches, aux grandes multinationales, en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune. À cause de lui, à cause de sa politique, l'État a renoncé à 60 milliards d'euros de recettes par an depuis 2017. Je résume. Emmanuel Macron, il a bouché le trou, il a creusé le trou, il a creusé le trou, il a creusé le trou, et maintenant il vient vous voir et il vous dit il manque 60 milliards d'euros dans les caisses, donc maintenant c'est à vous de le remplir le trou. Voilà la réalité de ce qui est en train de se passer. Et donc, il vous dit 60 milliards d'euros, donc désolé les retraités, mais normalement au 1er janvier, vous devriez avoir la revalorisation de votre retraite sur la base de l'inflation. Non, finalement, ça ne sera pas au 1er janvier, ça sera au 1er juillet. Puis après, il vient vous voir, il vous dit, désolé, les Françaises et les Français, vos tarifs, vos factures d'électricité, elles ont déjà augmenté de 40% dans les dernières années. Il va falloir continuer à payer plus cher parce qu'on va augmenter la taxe sur l'électricité. Et puis ensuite, ils prennent les différents ministères, et vous en avez parlé tout à l'heure, et ils disent, désolé, c'est pas désolé les enseignants, c'est désolé la société tout entière, mais on va supprimer 4000 postes d'enseignants, parce que tout le monde sait très bien qu'aujourd'hui il y a trop de postes d'enseignants en France, vous l'avez vu. Il n'y a pas de problème dans les classes où il y a des difficultés de non-remplacement de professeurs, il ne manque pas des profs dans les différents concours qui sont organisés, bien évidemment que si. Mais le gouvernement va nous expliquer qu'il faut encore supprimer plusieurs milliers de postes d'enseignants. Et même sur les sujets sur lesquels, soi-disant, ils sont les meilleurs, vous savez, les questions de tranquillité, de sécurité, où ils nous donnent à longueur de journée des leçons sur ce sujet, si vous allez travailler un petit peu le budget, vous allez voir par exemple que dans le budget qui est prévu, il y a 5000 suppressions de postes dans la police judiciaire. Alors vous pouvez venir faire les malins, comme M. Retailleau, en bombant le torse, et en disant que vous allez voir ce que vous allez voir avec lui, les réseaux de criminalité, de narcotrafic, comme ils disent. Moi je parle de narco, je parle de criminalité organisée, parce qu'il n'y a pas que la drogue dans la criminalité organisée, il y a le trafic d'armes, il y a le trafic des êtres humains. Il vient vous voir, il vous dit, vous allez voir, on va régler le problème, ils sont en train de supprimer des postes dans la police judiciaire, dont le rôle est précisément la police judiciaire d'enquêter pour démanteler les réseaux de criminalité organisée. Et ils continuent avec leur même logique absurde, qui font souffrir la population, en essayant de faire croire que c'est parce que vous allez vous attaquer aux consommateurs. Il y a une personne sur deux en France qui a déjà consommé du cannabis, je dis pas que c'est bien, mais c'est pas la solution. La solution, c'est d'aller démanteler les réseaux. La solution, c'est d'aller remonter les filières. La solution, c'est de s'attaquer au haut du panier, aux grands trafiquants, aux grands dirigeants de la criminalité organisée, qui s'en mettent plein les poches sur le dos de la population, qui souffre après des conséquences de tout ça. Donc même sur ce sujet, où soi-disant, ils veulent nous donner des leçons, même sur ce sujet, les coupes budgétaires qui arrivent vont impacter la politique sur cette question. Ça, c'est l'équation budgétaire, elle est simple. Et donc nous, on est rentré dans ce débat budgétaire en disant « Bon, vous voulez faire 60 milliards d'euros d'économie ? Ok. Nous, on vous propose 60 milliards de nouvelles recettes. Et les 60 milliards de nouvelles recettes, contrairement à ce que j'ai entendu à la télévision à longueur de journée depuis maintenant plusieurs semaines, on ne les fait pas reposer sur tous les Français, puisque monsieur le ministre, monsieur Barnier nous dit « Non, vous
proposer un matraquage fiscal. Non, il n'a pas très bien compris, on ne propose pas un matraquage fiscal. Par contre, c'est eux qui ont un budget qui va reposer sur l'ensemble des Françaises et des Français, c'est pas nous. Nous, les propositions qu'on fait, elles sont ciblées. Par exemple, on a fait voter un amendement pour introduire une taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires. Alors, vous pouvez essayer de me faire croire que ça va concerner l'ensemble des Françaises et des Français, mais c'est assez simple, les milliardaires, il y en a 147 en France. Et je ne crois pas qu'ici, il y en ait un. Donc la taxe de 2% sur le patrimoine des milliardaires, juste sachez-le, ça rend 15 milliards d'euros dans les caisses de l'État, c'est un quart de l'effort qu'il faut faire. Hein. Bon, ça concerne personne ici. Par contre, l'augmentation de la facture d'électricité, ça concerne tout le monde ici. Et le report de la revalorisation des retraites, ça concerne un certain nombre de personnes ici. Voilà la réalité. La question qui est posée, c'est on a le choix. Soit on a une politique qui frappe tout le monde, soit on a une politique qui se concentre sur ceux qui ont les moyens, parce que c'est ceux qui en ont profité depuis des années et des années, qui ont vu leur patrimoine doubler. À qui on veut? Qui on met à contribution? Nous, on propose de mettre à contribution ceux qui ont les moyens de le faire. Et on a réussi à faire voter des amendements sur ce sujet. Et donc, on a réussi à transformer en profondeur le budget. Et on est arrivé au vote final, ça c'était cette semaine, mardi, on est arrivé au vote final sur le budget. Pour que je ne fais pas trop de technique parlementaire, mais en gros, les textes, il y a une discussion à l'Assemblée nationale, il y a une discussion au Sénat, il faut que les textes soient votés à l'identique dans les deux chambres pour s'appliquer en France. On a bien amendé le budget, on est arrivé au vote final. Et au moment du vote final, on est arrivé dans une situation assez ubuesque, c'est que nous on a voté pour le budget parce qu'on l'avait transformé et que la version telle qu'elle était transformée nous convenait, puisqu'on avait augmenté les recettes et on avait supprimé, on n'était pas rentré dans la discussion sur les dépenses parce que c'est en deux parties, mais en commission on avait supprimé les coupes dans les dépenses publiques dans un certain nombre de budgets. Et le Rassemblement national et les macronistes se sont alliés pour voter contre le budget. Donc le message il est très clair. Ils avaient le choix entre les deux budgets. Parce qu'en votant contre le budget, ça veut dire qu'ils ont renvoyé le budget initial de M. Barnier au Sénat. Les députés du Rassemblement national, ils ont préféré augmenter les factures d'électricité que taxer les 147 milliardaires. Les députés du Rassemblement national, ils ont préféré reporter la revalorisation des retraites que de taxer les 147 milliardaires. Les députés du Rassemblement national, ils ont préféré supprimer 4000 postes d'enseignants que rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune. Ça, c'est simple, c'est clair. C'est pas de la propagande médiatique, c'est des faits. Vous pouvez les vérifier sur le compte rendu des votes à l'Assemblée nationale. Faites-le savoir. Dites-le aux citoyennes et aux citoyens de ce département qui sont très mal représentés à l'Assemblée nationale par ces 6 députés. Très mal. Que ces députés ils votent contre leurs intérêts et ils votent pour protéger les intérêts des plus riches, des grandes entreprises, des grandes multinationales qui s'en sont mis plein les poches ces dernières années. Voilà la discussion budgétaire. C'est ça, c'est simple, c'est clair. Et ce budget, non seulement il est injuste socialement, il est irresponsable d'un point de vue écologique. Tout le monde le sait. On perd des mois, des années, alors qu'on est face à une situation qui est une situation d'extrême urgence à agir face à la crise climatique. Et là, dans ce budget, on supprime par exemple les budgets dans la rénovation thermique des logements. Alors que la rénovation thermique des logements, ça profite à tout le monde. Ça profite aux gens qui habitent dans ces logements qui sont généralement des passoires thermiques, qui ont des factures d'électricité qui explosent. Les logements qui sont mal isolés, c'est une catastrophe pour l'écologie. La rénovation thermique des logements, ça fait tourner la machine économique, ça crée de l'emploi dans le secteur du BTP. Tout le monde sait que c'est que du positif. Mais quand il faut couper dans les budgets, M. Barnier, il coupe dans le budget de la rénovation thermique des logements. Ce budget, il est injuste socialement, il est irresponsable écologiquement et il est absurde d'un point de vue économique. Entendez ça, parce qu'on les entend souvent. Les grands experts à la télévision, M. Macron qui était censé être le Mozart de la finance et qui nous a mis dans cette situation. Le budget de M. Barnier, selon les calculs de l'Observatoire français des conjonctures économiques, qui n'est pas une officine de la France insoumise, il se traduira par une récession, une baisse de 0,8 points du PIB l'année prochaine. Le budget de M. Barnier, ce n'est pas mes calculs à moi, c'est les calculs qu'ils ont fait eux. Pourquoi? C'est très simple. Quand vous faites un budget d'austérité
quand vous faites un budget de compression des dépenses publiques, quand vous faites un budget où vous allez demander à des gens qui déjà n'arrivent pas à finir les fins de mois de payer encore davantage, ceux qui en payent le prix, c'est nos commerçants, c'est nos restaurateurs, c'est nos artisans, ceux qui n'arrivent plus à travailler. Quand vous réduisez les budgets dans la rénovation thermique des logements, c'est plein d'artisans qui ne peuvent pas en profiter parce qu'il y a moins de commandes publiques pour aller rénover nos logements. C'est un budget qui va se traduire par une catastrophe économique. Et une catastrophe économique dans une situation qui est déjà une situation dramatique. Vous avez suivi l'actualité comme moi. Ces dernières semaines, on assiste maintenant chaque semaine à des annonces de plans de suppression d'emplois. La semaine dernière encore, c'était Michelin, 1200 emplois supprimés. C'est Auchan, plus de 2000 emplois supprimés. Et ça, c'est les exemples qui ont réussi à devenir des exemples médiatiques, entre guillemets. Il y a plein d'autres exemples de 50 suppressions d'emplois par là, de 200 suppressions d'emplois par là. On en a partout. Et bien si on croit que le budget de Michel Barnier, ou si on croit encore pire que les solutions que proposent certains pour durcir encore ce budget, en particulier pour continuer à s'en prendre aux chômeurs qui ont déjà été très largement impactés ces dernières années, qu'on m'explique qu'au moment où se préparent des dizaines de milliers de suppressions d'emplois, la priorité c'est en plus d'indemniser moins les chômeurs, c'est infect, c'est indigne de défendre cette logique-là. D'autant plus qu'on parle d'entreprises qui n'ont pas de difficultés économiques, aucune. L'entreprise Michelin est une entreprise qui a fait l'année dernière et qui a versé l'année dernière des dividendes records à ses actionnaires. L'entreprise Michelin, c'est une entreprise qui en 2019 versait 20% de son bénéfice en dividendes à ses actionnaires. 20%. Aujourd'hui, cette année, elle verse 48% de son bénéfice en dividendes à ses actionnaires. Les actionnaires de Michelin, c'est pas le groupe Michelin familial, la famille Michelin, je sais pas quoi, hein. Les actionnaires de Michelin, à 70%, c'est des fonds américains. Le plus gros de ces actionnaires américains, c'est BlackRock, le fonds BlackRock. Vous avez déjà entendu parler du fonds BlackRock. Donc on est en train de nous expliquer qu'il y a 1200 salariés de Michelin qui vont être jetés dehors, mis sur la paille, pour renforcer la rentabilité financière, le pourcentage du bénéfice reversé aux dividendes à des fonds américains comme BlackRock. Voilà ce dont on est en train de parler aujourd'hui. On est en train de parler d'entreprises qui depuis des années et des années touchent chaque année des dizaines de millions d'euros d'argent public. Le crédit impôt recherche, les baisses de cotisations sociales, le chômage partiel pendant le Covid. Ces entreprises, elles nous volent notre argent. Elle le verse à des dividendes à des actionnaires et elle licencie les salariés. Et la dernière fois, j'étais sur un plateau de télévision et on me dit, ben oui, mais les actionnaires, ce sont les propriétaires de l'entreprise. C'est normal qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais qui construit les pneus de Michelin? C'est pas BlackRock, c'est les salariés de Michelin. C'est pas BlackRock qui construit les pneus de Michelin. C'est les salariés de Michelin qui créent la richesse produite par l'entreprise Michelin. Et c'est exemple qui est particulièrement insupportable et particulièrement inacceptable. Je pourrais en parler d'autres. Auchan, vous savez qui est propriétaire de Auchan? Famille Muliez. C'est dans les familles les plus riches du monde. Ils ont versé 1 milliard d'euros de dividendes en 2022. Alors ils ont versé que 100 millions en 2023, vous comprenez? C'est compliqué pour eux. Franchement, quelle honte. On est dans une situation qui est déjà très difficile, vous l'avez décrite, et en plus on va mettre encore ces salariés à la porte. C'est inacceptable. Sur ça, on peut agir, bien sûr. Agir, ça veut dire regarder si autour de chez vous, il y a des plans de suppression d'emplois. Allez aider les salariés qui se mettent en mouvement, qui se mettent en grève. Et puis nous, on agit à l'Assemblée nationale. On propose une chose simple. On interdit les licenciements boursiers, on interdit les licenciements des entreprises qui font des profits. Deuxième chose simple, vous avez touché de l'argent public, vous ne licenciez pas des salariés. Et si vous licenciez des salariés, vous rendez l'argent public. Parce que c'est pas normal que notre argent serve à licencier des salariés. Et on a lancé avec mon collègue député une commission d'enquête pour comprendre, parce que M. Barnier il a dit qu'il ne comprenait pas. Très bien, on va faire une commission d'enquête.
comprend pas comment l'argent qui a été versé à Michelin, il comprend pas où elle est partie. Je vais lui expliquer, elle est partie dans les dividendes versés aux actionnaires, c'est simple. Mais s'il veut qu'on fasse une commission d'enquête pour lui montrer, on va faire une commission d'enquête pour lui montrer. Bref, je voulais dire 2 mots quand même sur la situation en termes d'emploi, parce que ça aussi, ça va monter en puissance. J'ai pas tout évoqué, vous avez évoqué plein de choses. Dans les attaques de ce budget, il y a aussi cette manière odieuse de s'en prendre aux fonctionnaires en expliquant que finalement, quand ils sont en arrêt maladie, ils ne sont pas vraiment malades, hein, et que finalement, c'est pour pas venir travailler. Et donc de dire qu'on va passer le jour de carence à 3 jours au lieu d'1 jour, avec toujours le même argument qu'ils utilisent tout le temps. Mais comment vous pouvez vous y opposer? C'est une mesure d'égalité, puisque dans le privé, c'est déjà à 3 jours. D'abord, c'est pas vrai. Il y a des entreprises privées où c'est à 3 jours, hein, bien évidemment. Mais il y a aussi des entreprises privées où il y a des accords de branche, des accords d'entreprise qui permettent une prise en charge de ces jours de carence. Mais même si c'était 3 jours dans toutes les entreprises privées, et si on veut uniformiser, pourquoi on n'uniformise pas sur 1 jour? Pourquoi on ne supprime pas le jour de carence? Vous savez bien, d'abord c'est dégueulasse de cibler les gens en faisant croire qu'ils ne sont pas malades, mais en plus c'est complètement absurde, parce que si aujourd'hui, vous savez que quand vous allez vous mettre en arrêt maladie pendant 3 jours, vous n'allez pas être payé, parce que c'est ça le jour de carence, ça veut dire que pendant les 3 premiers jours, vous n'êtes pas payé. Bah la vérité c'est que quand vous êtes malade, mais que vous pouvez quand même aller travailler, vous allez aller travailler. Et vous allez transmettre le virus à vos collègues. Et la maladie, elle va s'aggraver. C'est absurde, ça n'a pas de sens. C'est des logiques comptables à la petite semaine. C'est pas comme ça qu'on gouverne un pays. C'est pas comme ça qu'on agit pour le bien-être des gens au travail. C'est pas comme ça qu'on lutte contre la souffrance au travail. Parce que si les gens sont plus malades dans tel ou tel emploi, c'est pas parce qu'ils sont moins sérieux ou parce qu'ils veulent pas venir travailler. C'est parce qu'ils souffrent au travail. C'est parce que vous l'avez bien décrit. Il n'y a pas suffisamment de gens pour faire leur travail. Ils sont obligés de le faire eux. Et par contre, on travaille de 2 personnes. De 3 personnes, vous l'avez dit, à l'hôpital, les gens sont obligés de courir d'un lit à l'autre. Tout le monde sait que ça existe. Et oui, parfois les gens ils craquent, ils font des burn-out, ils sont malades. Ben, c'est pas eux qu'il faut s'en prendre, c'est pourquoi il y a cette situation de souffrance au travail. Et puis s'ils veulent sanctionner l'absentéisme, ils ont qu'à commencer par leur propre député, non? Parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup. Bref, ça c'est la situation, vous la connaissez, je ne veux pas aller plus loin dans le constat. Vous avez dit les choses sur la nécessité de créer les conditions de la mobilisation populaire. Vous avez dit, tu as dit tout à l'heure des choses que je partage totalement, sur la stratégie de lutte, sur le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas un gouvernement loyal. Il a pu arriver dans l'histoire qu'on avait des gouvernements avec lesquels on était en désaccord, mais ça fonctionnait à la loyale. Si on était des millions de personnes dans la rue, ils en tenaient compte, même s'ils n'étaient pas d'accord. Vous êtes face à un gouvernement qui n'agit pas à la loyale. Vous êtes à un gouvernement avec qui le simple rapport de force de la démonstration du nombre ne suffira pas à le faire plier, à le faire reculer. On l'a vu pendant la bataille des retraites. Donc il faut passer à une autre étape du rapport de force. Alors c'est pas à moi de dire aux syndicats, aux salariés ce qu'ils doivent faire. Mais en tout cas, notre responsabilité, c'est qu'à chaque fois que des salariés, des secteurs de l'économie, des secteurs de l'activité se mettent en mouvement, décident d'entrer dans un mouvement de grève, nous on doit être à leur côté, on doit leur apporter notre soutien, leur solidarité. Ne pas oublier qu'ils se battent pour nous. Essayer de leur donner le coup de main, d'essayer d'étendre le mouvement, de les aider parfois financièrement, de populariser leur grève, de populariser leur mouvement, de venir leur donner un coup de main, juste de leur réchauffer le cœur aussi, des fois ça compte dans la lutte, parce que la lutte c'est dur. Hein? Parce que quand on se prive de journées de salaire, c'est pas facile, contrairement là aussi à ce qu'on entend à la télévision. Hein, on fait pas grève par plaisir, c'est une souffrance, c'est difficile de le faire. À chaque fois que certains le font, il faut être là, il faut les aider, il faut les encourager, il faut les soutenir. En tout cas, ils peuvent compter sur notre soutien et sur nos encouragements. Et nous, notre pouvoir, c'est aussi donner une traduction politique à tout ça. Monsieur Barnier nous dit qu'il va peut-être utiliser le 49.3. Il va utiliser le 49.3, tout le monde le sait. Et s'il n'utilise pas le 49.3, il va faire quelque chose d'encore plus vicieux. Mais je vous mets en alerte quand même. Monsieur Barnier pourrait décider de faire perdre du temps au Sénat, que le texte revienne à l'Assemblée nationale, que les députés qu'on voit jamais déposent beaucoup d'amendements, pour que ça prenne du temps. Parce que si on expire les délais constitutionnels en France, c'est-à-dire que les délais qui permettent l'examen du budget à l'Assemblée nationale et au Sénat sont encadrés par la Constitution,
si on expire les délais constitutionnels de la responsabilité du Parlement, c'est-à-dire parce qu'on n'a pas réussi à examiner tous les amendements, alors le gouvernement peut décider de légiférer sur le budget par ordonnance, c'est-à-dire sans vote des députés à l'Assemblée nationale. Il y a un 49.3 caché, un 49.3 déguisé. Il vaut mieux que les choses soient claires pour lui. Si M. Barnier utilise un 49.3, nous déposerons une motion de censure. Si M. Barnier veut essayer de passer le budget par ordonnance, nous déposerons une motion de censure, que les choses soient claires. Il n'y a pas de chemin sans la censure du gouvernement. Il n'y a pas de manière de passer en force le budget sans la censure du gouvernement. Et alors les masques tomberont à nouveau. Et on verra les soi-disant de l'extrême droite qui soi-disant ne sont pas d'accord avec la politique de M. Barnier, qui soi-disant ne sont pas d'accord avec le budget de M. Barnier. On verra de quel côté ils tombent. En tout cas, notre volonté, c'est d'empêcher l'adoption de ce budget, c'est de faire tomber le gouvernement, c'est de rétablir le résultat des élections législatives, c'est de permettre un gouvernement du développement populaire, et c'est de permettre la mise en œuvre de notre politique. Et cette aide politique, elle est indispensable d'un point de vue économique et social, elle est indispensable d'un point de vue écologique, j'en ai parlé, elle est aussi indispensable du point de vue de la position de la France sur la scène internationale. Parce qu'on a encore assisté, excusez-moi, cette semaine, à quelque chose de totalement scandaleux. Scandaleux. En France, on défend des principes. En France, on défend le droit international. Et bien en France, moi j'assume de dire qu'on ne joue pas au football avec l'équipe d'un État qui viole le droit international. Tout simplement. Et que quand j'entends M. Retailleau dire on a maintenu le match parce qu'on ne cède pas à ceux qui tiennent des discours de haine, c'est ce qu'il a dit. Mais précisément, en maintenant le match, vous avez cédé à ceux qui mettent en place une politique de haine. C'est ça la vérité. Et dire ça, parce que je sais maintenant comment sont utilisées les accusations. C'est simple, les choses sont claires. Il y a eu encore cette semaine un comité de l'ONU qui a dit que la politique menée aujourd'hui par le gouvernement de M. Netanyahou s'apparentait à un génocide. Il y a eu, parce que ça personne ne l'a vu, au mois de juillet, pendant l'été, une décision de la Cour internationale de justice, un avis de la Cour internationale de justice, qui a dit que la politique menée par le gouvernement de M. Netanyahou violait la Convention contre l'empêchement des crimes d'apartheid. Ça a été dit. Il y a eu, au mois de septembre, une assemblée générale des Nations Unies dans laquelle a été votée, sachez-le parce que personne n'en a parlé dans les médias, une résolution a été votée au mois de septembre sur la base de l'avis de la Cour internationale de justice dont je vous ai parlé, qui donne 12 mois au gouvernement de M. Netanyahou pour se retirer des territoires occupés, pour mettre un terme à la colonisation en Cisjordanie et pour revenir dans les frontières de 1967. C'est une décision de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies du mois de septembre. Et c'était déjà il y a 2 mois. Vous en avez entendu parler? Personne n'en a parlé. Personne n'en a parlé. Par contre, quand il faut aller polémiquer avec l'un, polémiquer avec l'autre, dire que le tweet il a été formulé comme tel et pas comme tel, alors là, ça fait la journée sur les médias. C'est une honte, ce dont la France se rend aujourd'hui coupable, complice dans ce qu'il se passe à Gaza, alors que tout le monde sait ce que nous pourrions faire pour régler la situation, je ne sais pas, mais au moins pour peser sur cette situation. C'est simple. Embargo sur les livraisons d'armes, sanctions économiques contre le gouvernement de M. Netanyahou, suspension de l'accord d'association économique entre l'Union européenne et Israël, reconnaissance de l'État de Palestine. Voilà ce qu'on peut faire. C'est pas compliqué. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Pourquoi nous, on n'est pas capable de le faire? Pourquoi nous, on n'est pas capable juste de faire ça? Et à la place
face, on se fourvoie dans la honte, dans la criminalisation de l'action politique, en allant cibler les voies de la paix, en essayant de les faire passer avec cet odieux motif d'apologie du terrorisme, en les convoquant devant les commissariats, en les taxant d'antisémitisme à bout de champ, alors que s'il y a bien un mouvement politique, un courant d'idées dans ce pays qui sait que et qui appuie son projet politique sur le principe de l'égalité des citoyens, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur couleur de peau, c'est bien nous. C'est bien nous. Qui d'autre? Cette manière d'essayer de faire passer les racistes pour des antiracistes et les antiracistes pour des racistes est tout simplement inacceptable et insupportable. Et je veux dire aussi qu'on a vu cette semaine, parce que ça participe de nos difficultés politiques, de la difficulté du pays, de ce climat, qu'on a aussi assisté cette semaine à un fiasco journalistique. Un fiasco journalistique, à quel point on est venu ici sortir des vidéos présentant ce qui s'est passé à Amsterdam de telle manière, et 6 jours après avoir passé ces vidéos à longueur de journée, faire un petit correctif, peut-être vous ne l'avez pas vu sur le compte Twitter de BFM TV, pour dire « Ah, on a utilisé des vidéos en disant ça », alors qu'elle disait l'inverse. Mais bizarrement, c'est pas passé à la direct à la télévision, c'était sur le petit compte Twitter. C'est une honte de faire ça, de désinformer comme ça, de manipuler l'opinion, de faire de la propagande, d'essayer de pointer du doigt ceux qui ne sont pas d'accord en les stigmatisant, en les ciblant, en les dénigrant, comme l'ont été, et pas que la France insoumise, tous les défenseurs de la paix depuis maintenant plusieurs mois. Bref, je voulais dire ça parce que ça me tenait à cœur après la semaine que l'on vient de vivre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tomber le gouvernement, on va essayer, je vous en ai parlé. Ensuite, on se prépare à toutes les hypothèses. Hypothèse numéro 1, Monsieur Macron revient à la raison, j'y crois pas. Bon, c'est une hypothèse. On a le droit de faire des hypothèses, même loufoques et fantaisistes. Et donc, il nomme la candidate qu'on a proposée pour occuper la fonction de Premier ministre, on met en place un gouvernement du nouveau Front Populaire, et on commence à mettre en œuvre le programme politique qui a été majoritairement, même si c'est une majorité relative, majoritairement choisi par les Françaises et les Français. Hypothèse numéro 2, le gouvernement de M. Barnier tombe, et M. Macron essaye de trouver une combinaison politique autre que celle de M. Barnier. Je préfère lui dire les choses franchement. Pour nous, il n'y a aucune autre solution acceptable que celle du résultat des élections législatives, c'est-à-dire la nomination de la candidate du nouveau Front Populaire et la gouvernement du nouveau Front Populaire. Hypothèse numéro 3, M. Macron ne trouve pas de solution parce qu'il n'y a plus de solution et parce qu'il est responsable de la crise. Et donc il y a une élection présidentielle anticipée. Et là, je préfère dire les choses clairement aussi. On est prêt à la bataille, on est prêt à y aller, on a un programme, on s'est prêt, on l'a déjà fait et on est prêt à discuter cette bataille. Donc vous voyez, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut rester mobilisé et déterminé. Ça devrait se passer au mois de décembre. D'ici là, il y a plein de choses qui ont été dites sur la nécessité d'aller appuyer, soutenir les mobilisations qui sont en cours, de participer aux manifestations de soutien à la Palestine, de manifestations pour la paix, d'aller soutenir les fonctionnaires qui se mettent en mouvement, d'aller soutenir les cheminots qui se mettent en mouvement, qui se mettent en grève, d'aller les appuyer, les soutenir, d'aller auprès des salariés, des entreprises qui sont menacées de licenciement. Et puis il y a une actualité parlementaire pour nous aussi, c'est à la fin du mois de novembre, c'est notre niche parlementaire, ça aura lieu le 28 novembre. Je fais une toute petite parenthèse pour vous expliquer. En tant que parlementaire, nous on peut déposer des propositions de loi quand on veut. Mais ça ne sert pas à grand chose si elles ne sont pas inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire si elles ne sont pas discutées, si elles ne peuvent pas être votées. Et l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, la moitié est définie par le gouvernement, et la deuxième moitié est définie dans des conditions qui nécessitent des accords entre 5 ou 6 groupes à l'Assemblée nationale, dont des groupes de la majorité, enfin de ceux qui soutiennent le gouvernement. Globalement, c'est difficile d'inscrire des textes de loi à l'Assemblée nationale qui vont contre la politique du gouvernement. Il y a une exception, c'est ce qu'on appelle les niches parlementaires, c'est-à-dire une journée dans l'année où chaque groupe décide de l'ordre du jour de l'Assemblée. La contrainte, c'est que ça commence à 9h, ça finit à minuit, et si à minuit vous n'avez pas fini un texte, il tombe. Et comme vous imaginez que des textes qu'on a envie d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il y en a un paquet, on est obligé de faire des choix qui sont des choix un peu difficiles. Et
et de se mettre d'accord. C'est des longues discussions qu'on a entre nous pour essayer de cibler quels sont les 2, 3 textes qu'on peut inscrire à ce moment-là, avec une obligation de faire des textes courts, parce que si vous faites des textes avec beaucoup d'articles, ça prend beaucoup de temps, et donc la journée peut être expirée avant d'aller au vote sur le texte. Le 28 novembre, le premier texte que nous avons inscrit à l'ordre du jour de notre niche parlementaire, c'est le texte d'abrogation de la réforme des retraites. Vous avez vu que le Rassemblement national a essayé de nous devancer. Un argument de plus, ils sont nuls, ils se sont pris les pieds dans le tapis, ils ne savent pas faire, et donc leur texte n'a pas pu être examiné. Nous, ça sera la semaine avant le 28 novembre en commission, le 28 novembre en séance, on peut faire voter l'abrogation de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale. Ça ne sera pas terminé, ensuite il faudra que ça aille au Sénat. Mais ce serait une victoire qui serait une victoire très importante. C'est une manière de corriger la forfaiture démocratique qui a été le passage en force de cette réforme des retraites, et c'est une manière, je crois aussi, de donner de l'encouragement, de la mobilisation, de la détermination à la population, de montrer que ça sert à quelque chose de se mobiliser. On a un deuxième texte qu'on a inscrit à l'ordre du jour, qui est une manière amusante de prendre le problème, qui est la motion de destitution du président de la République. Alors, cette année, on a décidé qu'on faisait des choses inédites. Donc, la motion de destitution qu'on a déposée, elle avait été jugée recevable par le bureau de l'Assemblée nationale, mais ensuite, il y avait eu une magouille avec Mme Le Pen pour ne pas inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Comme la niche parlementaire, c'est le jour où on décide de notre ordre du jour, on a dit, on va mettre la motion de destitution à l'intérieur. On ne sait pas trop comment ça va marcher, parce qu'en fait, pour vous dire les choses, franchement, ça n'a jamais été fait, c'est inédit d'essayer d'inscrire une motion de destitution dans une niche. Et comme on voit bien que la présidente de l'Assemblée nationale, elle n'est pas derrière une magouille prête pour essayer de nous empêcher de faire des choses, il faut rester vigilant. Mais en tout cas, normalement, le deuxième texte qui va être examiné dans notre niche parlementaire, c'est celui de la motion de destitution. Je ne dis pas que c'est facile de la voter. Il faut obtenir le vote de 2/3 des parlementaires. C'est difficile. Mais là aussi, peut-être que certains masques tomberont, et peut-être qu'ensuite vous pourrez les utiliser aussi auprès des électrices et des électeurs, parce qu'au moins les positions, elles seront clairement établies entre celui qui dit des choses et qui les fait, et celui qui dit des choses et qui fait l'inverse. Et je ne vous en priverai pas, je le sais. Bref, maintenant je vais essayer de répondre à vos questions, mais j'essaie de vous dire un peu où on en est, de quels sont les enjeux. Vous pouvez... Je termine en vous disant que je sais que parfois c'est dur. Je sais que parfois on peut être désespéré, on peut se dire à quoi bon, on est allé voter, on a manifesté, ça ne marche pas. Ce que je peux vous dire, et je pense pouvoir parler au nom de mes collègues députés qui sont dans la salle aussi, c'est que nous, notre détermination, elle est intacte, elle est totale, notre motivation, elle est complète, on a une conviction, c'est que le travail qu'on a fait dans l'élection européenne, dans l'élection législative, c'est un travail qui a commencé à mettre en mouvement un grand mouvement, un puissant mouvement de réappropriation populaire de la politique, de gens qui commençaient à se dire en fait ça sert à quelque chose d'y aller, parce qu'il y a des gens qui défendent vraiment ce qu'on pense, qui viennent pas juste nous dire des choses pendant les campagnes électorales et qui repartent après. Il y a des gens sur qui on peut compter. Et ça, vous allez voir, c'est quelque chose qui va payer. Mais je sais qu'il y a des gens ici dans cette salle peut-être qui doutent, ou des gens dans cette salle qui n'ont pas encore franchi le pas de l'engagement. Je veux leur dire, on a besoin de vous. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous on fait le maximum qu'on peut à 72 députés insoumis à l'Assemblée nationale, avec les autres parlementaires du Nouveau Front Populaire, avec qui globalement ça se passe bien, même si des fois il faut un peu les pousser. On fait ce travail. Mais dans l'Assemblée tout seul, si on ne s'appuie pas sur une mobilisation puissante, si on ne s'appuie pas sur une mise en mouvement, si vous ne faites pas le travail d'information des gens et qui sont informés juste parce qu'ils entendent à la télévision, on n'arrivera pas à gagner. Pour gagner, ça nécessite notre action combinée, ça nécessite notre action ensemble. Ça nécessite que quand on se bat, quand on appuie sur un point à l'Assemblée, on l'explique. Ça nécessite qu'on encourage les mobilisations de la société. Nous sommes les partisans de la révolution citoyenne. Ça veut dire qu'on ne considère pas qu'il suffira d'un vote pour tout changer. Il faudra un vote et une mobilisation populaire. Alors nous, on va essayer de s'occuper des votes et on va essayer de s'occuper ensemble de la mobilisation populaire. Merci à vous.